copain me dit, bah, pourquoi tu viens pas travailler chez nous? Je me dis en moi-même, c'est une idée merveilleuse. Alors le premier jour de libre, je vais chez Jocomin. Il y avait des séances de paysage. Et on allait dans des petits bois jolis, à cette époque-là, qui ont complètement disparu. C'était des petits bois de bouleaux, avec des petits bouleaux pas hauts, qui avaient l'air d'être des petits bois de bouquets. On était heureux comme tout. Alors, le père Jocomin venait voir un peu ce qu'on faisait. Il donnait quelques conseils. Ça, il dit, tu sais, mon vieux Dorin, tu ne sauras jamais peindre, toi. D'abord, pour bien peindre, il faut être comme un ténor, il faut être con. Un type qui n'est pas con ne peut pas être un bon peintre. Et puis, quand tu fais du paysage, il faut connaître le secret. Chaque fois que tu fais un arbre, il faut chanter. Quand tu fais un saule, tu chantes une petite chanson. Je me rappelle maintenant, c'était un petit air de Offenbach. Quand tu fais un chêne, alors, mon vieux, tu gueules. Tu chantes du Faust. Et il te fait un potin du diable, que tous les copains sachent que tu es en train de faire un chêne. Et les fils, les enfants savaient ça. Ça fait qu'on gueulait comme des perdus pendant tout le temps qu'on faisait du paysage. Une vie, une œuvre. André Derain, 1880-1954. Une émission proposée par Brigitte Masson. Alors, un jour, je vais travailler avec toute la bande, on va au bord de la Seine, et je reviens, et Pierre Jocomin me dit, Million Derain, tu deviens pas un peu fou? Là, tu tournes à l'intransigeant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le genre intransigeant. Ça aurait été épatant avant 70, mais maintenant ça vaut plus rien. Et la mère Jocomin arrive et me dit, oh, mais dites donc, faut pas revenir ici si vous faites ce genre-là. J'avais un paysage qui était tout rouge et tout vert. Et puis toi, Pierre, tu vas pas travailler avec une Derain, non, t'en veux assez de ce genre-là. Et la Suzanne, elle dit, ne regarde pas ça, va-t'en. Alors je dis, je peux plus revenir, c'était fini. Alors je reviens pas facilement et je ne montre plus rien. Quelles que soient les périodes de Derain qui peuvent nous apparaître comme très très contradictoires et de qualité irrégulière, Vincent Bioulès. C'est toujours la peinture qui est interrogée, et le trouble naît justement de ce que cette œuvre est une réflexion incessante sur la peinture, une réflexion chaotique, une réflexion pathétique et nostalgique, et il y a une dimension tragique dans l'œuvre de Derain qui me rend le personnage profondément sympathique dans le sens étymologique du terme, parce que quand on a fait l'histoire de l'art du XXe siècle, on a voulu l'illustrer avec de grandes figures de grands peintres grandioses qui ont des itinéraires qui paraissent sans faille, sans difficulté. Matisse en est un exemple frappant, ou Picasso qui est le roi de son siècle, qui domine absolument tout quoi qu'il fasse. Derain, pas du tout. Derain est quelqu'un qui n'a pas dominé entièrement ce qu'il voulait dire et ce qu'il voulait faire, et il n'est d'autant plus justement sympathique que nous pouvons l'associer et le comprendre comme nous comprenons, par exemple, une œuvre littéraire tragique, ou comme une œuvre musicale qui nous bouleverse et qui nous met en contact avec des zones obscures de nous-mêmes. La peinture n'est pas simplement un art olympien, apollinien ou dionysiaque. Il y a dans la peinture quelque chose de tragique, une impossibilité à saisir le monde, et je pense que c'est ce qui ressort de l'ensemble de l'œuvre de Derain, et c'est ce qui la restitue continuellement dans l'actualité. Derain est un autodidacte de la culture. Il a une culture d'autodidacte, donc une culture à la fois immense et désordonnée. Il n'a pas fait des études classiques, des humanités qui lui permettent de mettre en ordre, même si c'est un ordre artificiel et qui est dicté au fond peut-être par les convenances, mais qui est tout de même suffisamment rassurant pour ne pas mélanger les niveaux de curiosité. Et je dirais, la formule n'est pas de moi, mais je l'aime beaucoup, Derain avait la crédulité des incroyants. Et il a cru à des quantités de systèmes, il a préféré la gnose à la philosophie, il a préféré la kabbale à l'exégèse, il a préféré l'ésotérisme
l'occultisme à la connaissance scientifique. Et de notre côté, c'est un extraordinaire mécanicien. Il est passionné par les voitures, il est passionné par la technique proprement dite de la peinture, et c'est quelqu'un qui est rempli de contradictions et qui ne cesse justement d'agir sur son travail. C'est un esprit extrêmement complexe. Et donc, il faut bien tenir compte de ça pour comprendre justement le côté chaotique de son travail. Jacqueline Munk, c'est quelqu'un qui n'a pas eu du tout un parcours classique d'artiste. Non, il n'a pas fait l'école des beaux-arts, par exemple, comme ses autres collègues. Mais par contre, très tôt, évidemment, il était sur une terre impressionniste avec Chatou. Et finalement, lui, il poursuit pas ses études très très loin, puisqu'il se décide tout de suite après, alors qu'on veut le faire rentrer à une école qui s'appelait le Polytechnicum. Et ça le branchait pas franchement, et donc il décide à un moment de prendre au moins des cours de peinture, ce qu'il va le faire chez un peintre local, un dénommé Jacobin. Jacobin qui connaît Cézanne. Qui a connu Cézanne. Et c'est vrai que, de toute manière, la voix cézannienne, s'il l'entend dès ces années-là, il l'entendra encore mieux en visitant les expositions qu'il peut y avoir chez Vollard. Et surtout, à partir de 1904 aussi, la relecture finalement de Cézanne que propose Émile Bernard dans l'Occident. Et notamment, il y a un grand article paru pendant l'été sur Cézanne que se procure à la fois Héderin et Matisse et tous ceux qui vont composer le groupe des Fauves. Et donc, pour finir avec sa formation, il va quand même chez un autre singulier qui est Eugène Carrière, et donc il fait connaissance avec un certain nombre d'artistes, notamment ceux qui sont passés par l'atelier Gustave Moreau, qui lui meurt en 98, et donc il va retrouver Henri Matisse, puis Linaret, qui lui fait connaître Rouault, Marquet. Bien entendu, c'est vrai aussi que Vlaminck, notamment dans ses écrits, va vouloir écrire une autre histoire du fauvisme, où là il aura un plus grand rôle, et rendre aussi ce côté génération spontanée. Et là, c'est immédiatement une forte et grande amitié et un lien qui va se créer donc d'une manière très, très forte, et notamment par le biais du travail, puisqu'ils vont louer ensemble cet atelier chez Le Vanneur, donc sur l'île de Chatou, et qu'ils vont commencer à peindre au moins pendant les 2 années avant le départ de Derain pour le service militaire. Finalement, Derain se fait connaître d'abord par la période fauve, lorsqu'il est aux côtés de Matisse, il va travailler à Collioure. Et si on compare justement les tableaux de Derain et les tableaux de Matisse, il faut les regarder d'abord en noir et blanc. Et on se rend compte à ce moment-là que les tableaux de Derain sont construits sur un dessin extrêmement classique, perspectif, et qui rend le tableau parfaitement reconnaissable et lisible, même si on le regarde en noir et blanc. Quand on regarde par contre un tableau fauve de Matisse en noir et blanc, on ne voit rien. Parce que pour Matisse, c'est la couleur qui va donner naissance au dessin. Et pour Derain, c'est exactement le contraire. On a affaire à un dessin classique qui est saturé, lui, par une couleur qui, j'allais dire, rue dans les brancards, veut disloquer en quelque sorte le tableau, mais n'y parvient pas parce que cette couleur est sans cesse tenue par un dessin. Et ça, c'est une contradiction interne qui est d'ailleurs extrêmement intéressante à étudier. Et c'est ce qui donne justement au tableau fauve de Derain cet aspect, j'allais dire, presque athlétique, que n'ont pas du tout les tableaux de Matisse, qui sont en fait beaucoup plus fragiles. Et les reproductions que nous avons là sous les yeux, par exemple, le séchage des voiles à Collioure, c'est une vue plongeante sur la plage, ou le tableau qui est ici avec les grandes barques au pied de l'église. Eh bien, si on regarde ça en noir et blanc, ce sont des vues, j'allais dire, très traditionnelles de l'espace, mais qui sont saturées par cette couleur extraordinaire. Et c'est pour ça que, conscient à un moment donné de cette contradiction qui est très forte, Derain va dire bon que si Matisse veut faire le teinturier, qu'il se débrouille tout seul. Moi, je ne marche plus dans la combine.
André Derain à Georges Dutuit, 1929. Le fauvisme a été pour nous l'épreuve du feu. Les couleurs devenaient des cartouches de dynamite. Elles devaient décharger de la lumière. C'était joli, cette idée dans sa fraîcheur, qu'on pouvait tout transporter au-dessus du réel. C'était sérieux aussi. Nous gardions même, avec nos aplats, le souci de la masse, donnant par exemple à la tache du sable une lourdeur qu'elle n'avait pas, pour mettre en valeur la fluidité de l'eau, la légèreté du ciel. Ce phare de Collioure, qui est en fait l'église de Collioure, Été 1905. elle dit, me semble-t-il, que les choses qui sont dans la peinture ne sont pas forcément dans la nature. Inscription colorée. De transposition colorée, c'est le terme qu'il emploie. Et dans cette nouvelle réalité, et c'est une réalité de surface, elle est traversée à la fois par des lignes directrices, comme ici, cette balustrade, qui est une référence à la balustrade réelle, mais en même temps, l'utilisation de cette ombre colorée très bleue, métissée d'orangé, et finalement, l'opposition aussi principale, il va souvent fonctionner comme ça, par duo de couleurs, et notamment un des duos qu'il va privilégier pendant cet été 1905, c'est le bleu et l'orangé. Et les petites digressions en jaune, etc. Autre chose qu'on voit ici dans cette surface, c'est un rythme très libre. Parce que finalement, il va utiliser comme couleur le fond de la toile, tel qu'on le devine ici. Il n'y a plus cette obsession du plein, du trop plein. Ici, c'est la voile d'un bateau, vide de couleur, voilà. Mon vieux Maurice, j'ai deux grands points sur lesquels mon voyage m'aura beaucoup servi. Premièrement, une nouvelle conception de la lumière qui consiste en ceci, la négation de l'ombre. Ici, les lumières sont très fortes, les ombres très claires. L'ombre est tout un monde de clarté et de luminosité qui s'oppose à la lumière du soleil, ce qu'on appelle des reflets. Deuxièmement, savoir, dans le voisinage du travail de Matisse, extirper tout ce que la division du ton avait dans la peau. Lettre à Vlaminck, Collioure, juillet 1905. Il y a l'été 1905 passé à Collioure, donc aux côtés de Matisse et sur la suggestion de Matisse au départ, avec donc cette trentaine de toiles que peint Derain pendant les 2 mois qu'il passe à Collioure. Il arrive tout début juillet, il repart fin août, c'est à peine 2 mois. Et très peu de temps après, à l'automne 1905, Matisse présente Derain à Vollard qui est à ce moment-là le marchand de Matisse. Et Vollard s'enthousiasme puisqu'il achète quasiment tout le contenu de l'atelier de Derain. Et il lui propose d'aller à Londres sur les pas donc de Monet. Il lui commande une série d'œuvres, une sorte de défi, comme Monet, de peindre des vues de Londres. Et Derain va donc faire 3 séjours entre mars 1906 et le début 1907. Des séjours assez brefs, il ne reste qu'une semaine, 10 jours, 15 jours. Et donc à Londres, Derain en effet se précipite dans les musées. Comme il le faisait d'habitude, il avait énormément fréquenté le Louvre, puisqu'il disait qu'à 18 ans, il avait à peu près tout vu, enfin bon. Et donc à Londres, il y a l'art classique, l'histoire de la peinture occidentale à la National Gallery. Tout ça, l'enthousiasme, il voit pêle-mêle des primitifs, Uccello, et puis Rembrandt, Titien, tout ce qu'on peut imaginer. Et il va au British Museum. Il y retourne coup sur coup. Je me souviens d'une lettre qu'il écrit à Matisse où il dit qu'il est allé pour la 5e fois au British Museum. Et là aussi, il défile l'art chinois, l'art assyrien, l'art océanien, l'art africain. Il dit c'est un art affolant d'expression. Il est absolument bouleversé. Et c'est vrai que c'est une expérience
un contact très important, très immédiat, qu'il essaye de faire partager à Matisse par ses lettres, à Vlaminck, et qui va être très très important pour lui, parce que certainement il entrevoit une possibilité de concilier les deux, la culture des musées au sens européen et classique du terme, et puis cette énergie plus primitive, plus brutale. Bon, il n'était pas non plus le premier, il y avait Gauguin. Gauguin a été une influence déterminante pour Derain comme pour d'autres, hein, mais donc il y a ces deux horizons-là, concurremment, ensemble, et à partir de là, il va jamais cesser d'aller dans ces deux directions à la fois. Il y a dans les primitifs une différence complète entre l'esprit de la chose, qui est grandiose par la couleur et les lignes, et la situation apparemment objective, qui est puérile et fausse au point de vue lumineux, par conséquent inutile. Ce sont des images d'état d'esprit, ce ne sont pas des harmonies, c'est-à-dire un parallèle à la situation naturelle et physique, quelle qu'elle soit, obtenue par une transposition dans une combinaison de couleurs. Ce sont des images d'enfants. Alors ici, 3 personnages assis dans l'herbe, et finalement ce qu'on voit immédiatement dans ce tableau, c'est l'effet de simplification vraiment singulier qui s'est réalisé en l'espace d'un an entre 1905 et 1906. L'effet de stylisation aussi, et l'effet plutôt de simplification qui va jouer à même la couleur. C'est-à-dire que on voit ici un plan d'herbe qui donne peut-être sur un ciel, on n'en sait rien. Tout ça, c'est bien indécis, mais c'est une plage, disons, une plage de couleurs où finalement tout va fonctionner dans cette espèce de zoom avant sur 3 personnages. Et donc curieusement, l'effet d'aveuglement donné par la couleur, comme ça, donné de manière très brutale, construit quelque chose de très immédiat. Et ici, évidemment, ce sont ces visages qui sont à peine perceptibles, tant finalement l'arbitraire de la loi de la couleur, cette fois, va les rendre illisibles dans le sens de la réalité, de la ressemblance. Et finalement, c'est une expression qui naît ici de la déformation des membres jouant sous le soleil, une déformation expressive qui, là, semble tout à fait héritée de son expérience, donc au printemps de la même année, des arts africains et océaniens surtout d'ailleurs, au British Museum. Alors, on est d'autant plus renseigné que depuis 2 ans maintenant, on a eu la chance de redécouvrir d'abord puis un 2e carnet de Londres, dans lequel on peut vraiment faire le constat de cette révélation primitive et art sauvage, tel qu'on l'appelait alors. Et vous voyez ici, dans un des carnets, les copies qu'il fait en direct au British Museum d'après certains objets. Et notamment, bon, il y a les îles Vanuatu, il y a surtout ce fétiche maori, avec le dessin qu'il reprend dans son carnet d'esquisses de toutes les scarifications. Et finalement, c'est ce côté terrible, ce côté aussi perturbateur du canon de la beauté classique tel qu'on pouvait l'envisager et que pouvait l'envisager toute une génération d'artistes formatés par la beauté grecque et par tout l'enseignement académique. Alors la danse, une œuvre très mystérieuse où il va vraiment mettre en pratique cet humanisme plastique que lui ont suggéré ces révélations océaniennes et sa propre position critique vis-à-vis des œuvres peintes aussi qu'il pouvait voir à la National Gallery. Et c'est un tableau qui, par son syncrétisme magique un petit peu,
intrigue beaucoup, puisqu'on y voit dans ces trois danseuses qui se tiennent par la main dans une sorte de sarabande à la fois pacifiée et en même temps inquiétante par le personnage central aux yeux phosphorescents. J'y vois, moi, l'ingérence et la manière dont a pu toute la statuaire, toute la trois dimensions a pu nourrir la peinture pendant ces années-là. Et c'est assez exemplaire ici, puisqu'on reconnaît dans le premier personnage, et les plis notamment, une sorte de cousin d'une sculpture du Moyen-Âge, et notamment effectivement l'art roman, et cette manière très stylisée de contourner la jambe. Dans le deuxième personnage, la source est encore différente, puisqu'elle se rapproche de la figure hindoue telle qu'on peut la voir dans une de ces esquisses du premier Carnet de Londres. Et enfin, ce troisième personnage, qui pourrait être tiré d'une peinture, mais dont je soupçonne qu'il puisse être plutôt redevable de l'observation des bas-reliefs égyptiens. Le tout étant inséré et réuni dans une unité à la fois temporelle qui inscrit finalement ce transculturel, ce transhistorique à même la peinture, à partir aussi d'éléments presque symboliques, comme ce grand serpent qui réunit ces trois Èves exotiques finalement. Et on se rend compte aussi que finalement ces trois sources cohabitent tout à fait pacifitement dans cette sarabande, encore une fois, qui peut être aussi reliée à la recherche de cette vie à partir de l'Enchanteur Pourrissant et de Merlin. L'Enchanteur Pourrissant, comme vous vous en souvenez peut-être, a été publié dans le Festin des Offres dès 1904. Et c'est la date aussi à laquelle Apollinaire et Derain se rencontrent. Alors, Apollinaire visitait de temps en temps sa mère qui habitait vers le Vésinet, et puis se croisait dans le train. C'est vrai que Apollinaire va être très vite un des principaux soutiens. C'est quelqu'un qui va défendre Derain toujours et en tout temps. Et c'est vrai qu'au moment même où il se retrouve, peu avant la mort d'Apollinaire, où il se retrouve à un bistrot, les deux en permission, il y a toujours cette grande amitié entre les deux, cette complicité qui est en particulier lié non seulement au fait que Derain ait illustré, donc à partir de 1909, l'Enchanteur Pourrissant, mais surtout parce que pour Apollinaire, Derain était une des sources les plus importantes pour le renouveau de la création avant la guerre. Il le dit très bien d'ailleurs à l'occasion de la première exposition Braque chez Kahnweiler en 1909. Il dit mais sans Derain et sans Picasso, on n'en serait pas là. Et il le voit aussi comme un des pères du cubisme. Ouais. Et comme Daniel-Henri Kahnweiler, lorsqu'il écrit pendant la guerre, voit aussi en Derain l'initiateur vraiment d'une relecture cézannienne, et notamment à partir du thème des baigneuses, tel que ne l'auront jamais réalisé à ce point ses contemporains et très proches. Très curieusement, sa peinture va, sous l'influence de Cézanne, sous une lecture d'ailleurs très particulière de Cézanne, sa peinture se vide de toute couleur et va produire pendant un certain nombre d'années des tableaux qui m'apparaissent comme de véritables hallucinations en noir et blanc d'un monde totalement archaïque et presque archétypique. Entre-temps, il y aura eu la période Cassis, Martigues, où là encore la couleur est justement, très forte. Et là la couleur est très forte, mais le dessin justement prend encore plus d'ampleur que Vaucouleurs. Massif. Massif. Et ce sont des grandes masses et qui sont saturées justement par la couleur. Voilà. Et ce sont des tableaux qui sont composés d'une manière, regardez, avec des diagonales, des horizontales, des rythmes. Et là, on sent 1907. Donc Cézanne est mort il y
y a un an. Il y a eu la rétrospective Cézanne. Il y a eu la rétrospective Cézanne. Précisément cette année 1907. Picasso a peint les Demoiselles d'Avignon, et il y a une sorte là déjà de traces de tous ces événements qui se précipitent dans l'histoire et dans le temps. Et alors après, il y a la lecture qu'il va faire de l'œuvre de Cézanne, il va la faire avec tous ses commensaux, il va la faire avec Picasso, il va la faire avec Braque, même avec Dufy. Tous ces peintres vont faire de Cézanne une lecture complètement orientée, c'est-à-dire vont voir en lui un peintre conceptuel. Alors ça, pour moi, je suis en désaccord absolu avec cette lecture, seulement cette lecture, elle a prévalu dans l'histoire. Ce qu'ils ont vu, c'est finalement un aspect assez singulier, effectivement, de l'œuvre de Cézanne, qui est le fait d'avoir la prééminence des volumes, lorsqu'il a dit qu'il voulait, au fond, faire du paysage un ensemble de cubes ou de cylindres. Il a écrit ça. Bon, à mon avis, Cézanne est le contraire même d'un peintre conceptuel. C'est quelqu'un qui ne voit rien de ce qui est devant ses yeux et tâche coûte que coûte, par un travail acharné, de faire passer ce réel informe à la réalité de la peinture. Et Cézanne est le contraire de l'intellectuel. C'est un homme dont toute l'œuvre est basée sur une sensibilité exceptionnelle. La sensation. La sensation, la sensibilité et le risque de la sensation. Le risque, parce que les idées nous rassurent. Cézanne avait, je ne dis pas qu'il n'avait pas d'idées, mais il avait peu d'idées. Il n'a pas mis les idées au poste de commandement. Il a mis l'expression de sa sensation, l'expression de sa sensibilité. Quand il dit, pourquoi est-il revenu à Aix-en-Provence? Parce qu'il dit, j'étais sensible à la configuration de mon pays. C'est extraordinairement beau de dire une chose comme ça. Ce ne sont pas les idées qui le motivent à ce moment-là. Et lorsqu'il va, à la fin de sa vie, tâcher de peindre, on dit que c'est la dernière, les grandes baigneuses, la dernière période de sa vie. Non, c'est une période qui commence et qui est malheureusement interrompue par la mort. Donc il aurait pu continuer cette aventure. Et il y a une aventure qui commence avec les portraits de Vallier, les portraits du garçonnet au gilet rouge, les portraits de Vallier et les grandes baigneuses, qui sont des tableaux absolument extraordinaires et complètement nouveaux, et dont on va faire le tremplin de la modernité, alors que c'est le point de départ d'une aventure qui aurait sûrement été complètement différente. Mais est-ce qu'ils n'ont pas saisi la balle au bon, les cubistes? Alors seulement, voilà, les cubistes ont saisi la balle au bon, et de toute façon, on ne va pas refaire l'histoire. Même moi, si je ne vois pas dans Cézanne un peintre conceptuel, eux l'ont vu, et s'en sont servis pour faire quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et surtout, le cubisme nous propose une autre lecture du monde et de l'espace. Et le cubisme précède de très peu la guerre de 14. Or, justement, ce n'est pas le 1er janvier 1900 que l'on entre dans le XXe siècle, c'est au mois d'août 1914 que l'on entre dans le XXe siècle. Et les peintres cubistes, dans leur lecture de Cézanne, ont compris tous que nous étions en train de passer d'un espace dans un autre espace. Et on a de la chance d'avoir cette version des baigneuses pour les versions esquisses, série initiée en 1906, quasiment en même temps que la danse. Et donc on a une espèce de réemploi comme ça du vocabulaire cézannien, tout en le métissant d'apports des arts non occidentaux, notamment ici la figure longiligne que l'on voit au premier plan et les autres personnages qu'on retrouve dans l'allongement et la déformation, dans la sculpture Fang par exemple, dont il avait commencé à acquérir quelques exemples à la suite de son voyage à Londres. Et ici, effectivement, on a tout à la fois un réemploi, entre guillemets, cézannien, et aussi une nouvelle synthèse de la couleur qui apparaît dans l'œuvre de Derain, notamment à partir de l'été 1906, et qui va se produire dans un monde de plus en plus plastique, de plus en plus clos aussi, puisqu'on arrive ici à un chromatisme et une palette beaucoup plus réduite par rapport à celle de la période fauve que l'on voit sur l'autre mur. Et aussi, il y a un côté, dans toutes ces baigneuses, il y a un côté presque baptismal. Hein. Et ce personnage-là, on le retrouve notamment dans une des baigneuses de Cézanne. Et on retrouve un petit peu ce même personnage aussi, et ça c'est sa relation avec Picasso,
dans Les Demoiselles d'Avignon. Ici, on a aussi l'autre voix primitive, c'est notamment aussi l'influence qu'on perçoit beaucoup mieux, il est vrai, dans la version peinte en grand format du tableau, toute l'influence primitive des peintures du Trecento italien, tel qu'il a pu le voir à partir des photographies que lui avait montré Girieux pendant l'été 1907. Mais aussi tel qu'il a pu le découvrir en se baladant dans les églises romanes. Ce goût de l'archaïque et de l'archétype, c'est quelque chose qui va régulièrement traverser son œuvre. Parce qu'à la fin de sa vie, quand il va faire du modelage à Chambourcy, c'est encore ce qui va se passer. Alors le mot primitif est un mot un peu ambigu, parce que ce que nous appelons les primitifs, c'est une école. Cette redécouverte en soi-même d'un monde archaïque, chez Derain, n'est pas marqué par un souci d'esthétisme. Ce n'est pas l'esthétique des primitifs qu'il essaye de retrouver, c'est ce contact brut et direct avec le monde. Et c'est pour ça que, ensuite, dans la période que l'on va qualifier de gothique ou de byzantine, la couleur a fui de ces tableaux, le monde est presque vu en noir et blanc, ou tout au moins dans une palette dont on a déjà la préfiguration dans ses baigneuses, qui est la palette de Corot, qui est uniquement construite avec des terres, de l'ocre rouge, de l'ocre jaune, de la terre d'ombre, de la terre verte, un bleu, et puis c'est tout. Du blanc, peut-être, à mon avis, peut-être du noir aussi, mais enfin qu'importe. Très très peu de choses, et cette couleur, cette palette avec laquelle il va être fidèle pendant toute sa vie, il ne va plus jamais retourner à une couleur un peu gratuite comme celle des tableaux fauves. Et il va toujours essayer de s'exprimer dans une gamme colorée très très réduite. Mais ces tableaux que nous allons qualifier de gothiques ou de byzantins sont, à mes yeux, de véritables hallucinations. C'est comme si un monde qui gîtait en lui-même, tout d'un coup, apparaît à la surface du tableau, et la couleur est presque inutile pour le faire revenir à la surface. Alors voyez-vous, ça c'est très intéressant de comparer ces deux tableaux. La nature morte qui est à gauche, qui est une nature morte complètement cézannienne, qui doit dater de 1907. 1910. Alors justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que comment on passe de cette lecture orientée de Cézanne, et qui est partagé par tous ses camarades. Parce qu'on peut dire, il y a des tableaux, là on sait que c'est de Derain. Alors, pour un graphologue, effectivement, on repérera que c'est de Derain, parce qu'il y a une nature du dessin qui n'appartient qu'à lui et qui ne peut être aucunement confondue avec celle de Picasso. Mais Picasso aurait pu faire sien ce tableau, dire finalement, je partage entièrement les idées de Derain sur la peinture. Donc, alors, bien sûr, Vous voyez les petites différences entre Picasso et Derain, là ? Plus d'hésitation. Le pouvoir de décision de Picasso est exceptionnel. Je pense que c'est Sabartès qui a dit « Picasso pense ce qu'il voit, puis voit ce qu'il pense ». Non, c'est-à-dire il y a chez Picasso un pouvoir de décision confondant, qui fait que même les tableaux secondaires de son œuvre restent stupéfiants. Et il conserve jusqu'à la fin de sa vie ce don absolument prodigieux d'être un inventeur de signes continuel et un peintre réaliste. Alors ce qui est très intéressant quand on revient à cette nature morte, donc, que nous allons qualifier de cézannienne, à cette nature morte dans la fenêtre de 1912, qui au moment où la période dite gothique ou byzantine, c'est que l'influence du cubisme est là, elle est repérable dans le dessin, mettons, de la cruche ou des draperies, mais ce que l'on voit par la fenêtre échappe totalement. Et là, il y a presque une fascination pour les arts populaires, pour justement le monde du primitivisme. Voilà. Florentin, là, plutôt. Alors, il y a cette référence, donc, à la peinture florentine, à la peinture siennoise, à la peinture des Ferrare, mais il y a aussi une sensibilité aux arts populaires extrêmement grande.
Et par l'intermédiaire justement de son goût pour les masques africains, l'art de l'Océanie, etc., il va également regarder les assiettes, les images d'Épinal, tous les objets. Et dans les assiettes peintes et dans les images d'Épinal, il va avoir toute une série d'éléments qui vont lui permettre d'édifier son langage. Voilà le joueur de cornemuse 1911. Alors c'est à ce moment-là, en 77, après avoir vu ces tableaux, il y avait également des paysages de verse, notamment le fameux Calvet, la fenêtre ouverte, et que je me suis mis vraiment à m'intéresser beaucoup à Derain. Et là, il y a dans ce tableau une dimension de nostalgie, et il y a la réintroduction j'allais dire, non pas d'une dimension littéraire, mais de quelque chose qui nous fait rêver. Il y a quelque chose de musical, et les préoccupations plastiques existent, elles sont très très fortes. Il y a encore dans la structure des arbres, tout en brun, presque camailleux. Hein, très. Alors il y a beaucoup de vert émeraude. Il y a une immense mélancolie, il y a une sorte de mise à distance de l'histoire, et Derain contemple l'histoire de l'art comme une sorte de panorama qui est situé derrière lui, et il y a une immense nostalgie d'un monde et d'un état qui n'existe plus. L'art de Derain est maintenant empreint de cette grandeur expressive que l'on pourrait dire antique. Elle lui vient des maîtres et aussi des anciennes écoles françaises, particulièrement celle d'Avignon. Dans les ouvrages d'André Derain, que l'on expose aujourd'hui, on reconnaîtra donc un tempérament audacieux et discipliné. Et toute une partie récente de son œuvre garde la trace toujours émouvante des efforts qu'il a fallu pour concilier ces deux tendances. Il est prêt d'atteindre son but, qui est une harmonie pleine de béatitude, réaliste et sublime. Guillaume Apollinaire, exposition Derain à la galerie Paul Guillaume, octobre 1916. Dans le fameux tableau du samedi. Alors pourquoi s'appelle-t-il le samedi? Donc on pensait que c'était justement le samedi. Vincent Bioulès. Qui a lieu le lendemain du vendredi saint, au moment où on ignore tout à fait ce qui va se passer. Les disciples du Christ sont anéantis par sa mise à mort, l'ont placé dans ce tombeau. C'est le sabbat, tout s'arrête, et il y a une sorte de poids de tristesse immense qui pèse sur les gens qui l'ont aimé, et donc on pensait qu'il s'agissait là de femmes qu'il avait accompagnées au pied de la croix et qui retrouvent les tâches de la vie quotidienne. Et là, on peut lire dans ce visage en même temps féminin, je sais pas, presque un masque africain, un masque fang en même temps. Oui, bien sûr. Et alors, il y a ça dans l'image qui est le détail, c'est tout à fait frappant. Alors, l'influence des masques africains, elle a été partagée sous l'influence apollinaire par tous les peintres de cette époque. Vlaminck. Oui, tous ont été sensibles à ça. Mais chez Derain, c'est complètement intégré dans un grand tableau où c'est surtout la composition qui est extrêmement impressionnante, avec cette nature morte, ces grands axes, cette fenêtre où on aperçoit une sorte de tombeau au premier plan entre les deux rideaux, et ce paysage archaïque qui va être celui des paysages qu'il va peindre à Verse, avec les calvaires. Côté aussi assez métaphysique. Alors oui. Alors ensuite cette dimension-là, elle va être, je pense, constante chez Derain, même dans ses plus mauvais tableaux. Parce que il y a un souci toujours de replacer l'homme dans sa propre histoire et dans son contexte, c'est-à-dire de ne jamais abandonner la signification spirituelle de la peinture. Alors ça, c'est un tableau grandiose et d'une austérité de couleurs et de factures qui est admirable. Et la rudesse du dessin y est superbe. Quand on voit les mains, les tissus, la nature morte, les tabliers. Alors,
Pour donner une explication un peu cohérente, alors, quand on pense que c'est justement les femmes le lendemain du Vendredi Saint, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'elles ont toutes retrouvé les tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire que c'est Marthe qui a pris le pas sur Marie. Et il y a là en plus quelque chose qui est très propre au caractère très pragmatique et la prise directe des choses de la vie par les femmes. Les toiles gothiques, comme le portrait d'Iturino, comme les autoportraits de Derain, comme cette étrange chose qui s'appelle le joueur de cornemuse qui a été peint dans la périphérie de Montreuil-sur-Mer, toutes ces choses-là se tiennent par un dessin extrêmement structuré. Jean-François Debord. On pourrait même peut-être penser que le dessin de Picasso, je crois l'avoir compris dans certains textes extraordinaires du jeune Lémarie, il avait 30 ans dans les années 49-50, n'est-ce pas? Je crois avoir compris que un certain dessin de Picasso venant justement du masque Fang légendaire qui est passé de Vlaminck à Derain, n'est-ce pas? Je crois avoir compris que certains pensent que le dessin de Picasso de 1907, n'oublions pas tout de même que ça n'a rien à voir avec la période bleue, vient de Derain. À ce moment-là, on est complètement troublé, on tangue sur ce bateau qui est l'art moderne, n'est-ce pas? Et il y a la phrase de Gertrude Stein qui est tout à fait impressionnante. Elle a écrit ça avant sa mort, vous savez, cette phrase où elle dit « Derain est un inventeur, un découvreur, un de ces esprits perpétuellement curieux et qui ne savent pas tirer parti de leurs inventions. Découvreur par vocation, si j'ose dire, par tempérament et non consciemment. Derain ne sait pas, ne peut pas exploiter ce qu'il fait surgir. C'est un aventurier de l'art, le Christophe Colomb de l'art moderne, mais ce sont les autres qui profitent des nouveaux continents. C'est-à-dire, en fait, c'est un découvreur qui ne va pas au-delà de ses découvertes, qui retourne dans ses prétentions alchimiques, kabbalistes, etc., et qui a peut-être aussi, il y a peut-être chez Derain aussi, une mélancolie tellement profonde qu'au bout d'un certain temps, il ne croit plus à ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on regarde l'œuvre de Derain, on a l'impression d'être sur un bateau qui godille perpétuellement, il donne des coups à droite et à gauche, je ne pense pas que dans l'art moderne, dans l'art du XXe siècle, il y ait autant d'artistes qui soient allés d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, abandonnant tout ce qui avait fait leur charme 2 ans auparavant. Bon, quand on regarde l'œuvre de Derain, n'est-ce pas, la peinture fauve, ça dure 2 ans. 3, si vous voulez. La peinture gothique, ça dure 3 ans. 5 ans. Mais c'est absolument insensé. N'est-ce pas? Et entre ces 2 périodes, il y a toutes ces toiles qui sont peintes autour de Vers, dans les années 1912, mais n'est-ce pas, en 1911, il y a des natures mortes qui sont presque des peintures cubistes sans être cubistes. Je tombe là-dessus, on peut aborder une peinture très très étrange qui était dans le catalogue de l'exposition 94-95 au Musée d'Art Moderne. C'est une petite nature morte, toute petite, qui mesure une 40aine de centimètres, 38 sur 46, 8 figures comme disent les peintres, et qui, quand on pense à l'exposition qui a lieu à Paris autour du Novecento, et surtout à l'autre grand peintre du XXe siècle, qui est Giorgio Morandi, eh bien, on se rend compte que Morandi, Carlo Carra, etc., avaient une admiration pour Derain. N'est-ce pas? Toute cette peinture italienne, c'est la même chose. Toute cette peinture italienne qui va sortir des années 30 à l'ombre de Mussolini, n'est-ce pas? Mussolini disait qu'il en avait marre qu'on lui peigne des poires et des bananes, il aurait voulu des condottières, bien évidemment. Et on ne le dit pas assez, mais la façon de Morandi de résister, c'est de peindre ces bouteilles, n'est-ce pas, perpétuellement. Alors, Carlo Carra, Morandi était très très admirateur de Derain, n'est-ce pas? Et on se rend compte qu'il y a un Morandi, si je puis dire, de Derain, qui date des années 1911. Comme si, vraiment, Gertrude Stein avait absolument raison, comme si Derain était à la source de plusieurs peintres du XXe siècle, j'ose même le dire, peut-être du Picasso cubiste, mais par contre, il leur a laissé le cubisme parce que ça l'ennuyait. Il avait besoin de fesses, de cruches, de seins, de coudes,
de grille-pain et d'écumoire, si vous voulez. De visage et de cheveux, la vie. Il avait besoin de se rattacher à la vie. Il n'allait pas jusqu'au bout de ses découvertes. L'exemple le plus amusant pour cette période-là et le plus intéressant, Jacqueline Munk. c'est le portrait d'un inconnu au journal, le chevalier X, qui adorait Aragon, Breton, dont parle évidemment Apollinaire, puisqu'il a été aussi publié très très vite. Et Jean-Laude disait, à propos de cette époque et de cette œuvre en particulier, c'est qu'il c'était une greffe de certains aspects de la statuaire gothique sur ceux de la statuaire nègre. Et c'est extrêmement juste, parce que finalement, dans cette nouvelle réalité, on est à la fois en présence des conventions du portrait classique, puisqu'on a un monsieur assis, il y a une œuvre derrière, il est assis sur un espèce de grand fauteuil, il y a un rideau, il est très théâtralisé. On retrouve, comme dans les images de la Renaissance, cette espèce de richesse du détail du pavement. Et cette recherche comme ça qui tient à la fois du décor et d'un système perspective qui là est quasi inexistant, parce que finalement la personne assise tient à la fois de la marionnette et du masque nègre. En dehors de ce coupé-collé, il y a aussi un vrai collage, puisque le journal, d'ailleurs qui s'appelait Le Journal, était à l'origine un vrai collage d'un vrai journal. Et c'est la raison pour laquelle aussi, finalement, cette œuvre de totale recomposition a énormément fasciné, parce que ça ne ressemblait à rien. Et que finalement, on a beau se dire, comme un douanier Rousseau, comme plein d'autres, que les sources sont telle et telle chose, ça n'explique pas finalement la réelle présence plastique de cette figure de totale imagination sur la toile. Et aussi cette mise en scène extrêmement monumentale et fragile en même temps, et inquiétante en même temps. Et pourtant dans un espèce de quotidien. Donc une drôle de temporalité aussi, bousculée. Isabelle Monod-Fontaine. Ce qui avait attiré Breton, c'était au départ, avant qu'il ne rencontre Derain, c'était des reproductions d'œuvres d'avant 1914, des reproductions parues dans la revue d'Apollinaire, les soirées de Paris. Le Chevalier X de 1914 ou Samedi 1913, je crois. Ces deux œuvres-là, précisément, Breton les avait regardées et Breton avait découpé ces reproductions et enfin, ça l'avait fasciné d'une certaine façon. Alors, quand il rencontre vraiment Derain après la guerre, donc en 1919, tout de suite après la guerre, Derain n'est plus du tout dans ces œuvres-là. Il écrit à Canneveller qu'il pense beaucoup au maître, il est dans une peinture, enfin, il recommence à faire de la peinture et avec d'autres objectifs, d'autres ambitions. Une peinture plus classique, peut-être moins stylisée, moins éloignée de la réalité. Et en tout cas, Breton la voit peut-être comme ça, et donc voilà, il est un peu déçu par cette orientation, il trouve que Derain est trop dans la cuisine de la peinture, les secrets des peintres du XVIIe siècle, les natures mortes avec des petits points blancs et tout ça, et il le rejette, et comme Breton est plutôt dans le genre entier, parce qu'il a beaucoup aimé, il n'hésite pas à le rejeter sans nuance. Breton considère probablement, comme un certain nombre de critiques après la guerre, que le retour à une relecture des grands classiques, et de Raphaël en particulier ou d'autres, va enfermer Derain dans un système d'éclectisme et de redite qui finalement l'écarte de la peinture moderne, tel qu'il en avait été un des promoteurs avant la Première Guerre. Et étiquette qui va rester évidemment longtemps collée à Derain. L'artiste du trouble moderne. Alors ça, c'est ce que dit Breton. Oui, c'est ce que dit Breton. Mais en fait, comme toujours, on trouve dans les écrits de Derain lui-même, et toujours de manière antérieure, et souvent de manière assez fulgurante, des intuitions comme ça. Et dans une lettre à Vlaminck,
il dit une phrase que je trouve fascinante pour la période à laquelle il l'a dite, c'est-à-dire qu'on est en 1902. Il dit « Y a-t-il un rêve ? Y a-t-il une réalité ? N'est-ce pas en somme être moderne que se poser cette question ?» Et ce doute moderne, il l'a toujours ressenti. Il est né avec ça. Et finalement, ce qu'ont pu observer Breton, Giacometti et autres, c'est quelque chose qui portait en lui l'optimiste désenchanté, disait aux enfants. Et c'est vrai qu'il y a cette part de mélancolie, mais au sens mélancolie noire, forte, et de désespérance qui a hanté toute l'œuvre de Derain, mêlée aussi avec une distance critique vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même en particulier. Raison pour laquelle j'aime bien aussi me remémorer les images qu'il laisse de lui-même, et notamment certains de ses autoportraits. Il y en a un de cette période un peu gothique où on le voit se représenter comme un artiste pré-renaissant, et c'est toujours ne signe pas, c'est impalpable, c'est fait avec de la craie et de la peinture. Il y a de l'ordre du dessiné et du mystère. Et en même temps, plus on avance dans les années et vers cette recherche des secrets perdus, on retrouve une image qui est à la fois une image qui utilise toutes les formules académiques du genre, comme ici ce portrait du peintre et de la famille des années 30-39, où finalement on retrouve l'intimité magnifiée du peintre dans son quotidien avec sa femme grisonnante, sa nièce avec son petit chien, sa belle-sœur qui entre avec un plateau à la main, la présence d'éléments familiers, le chat, la nature morte, et en même temps le paon et le perroquet. C'est une formule qui est quand même tout à fait étonnante de mise en scène et de référence, et lourde de référence, comme si de toute manière la tradition, non seulement il l'avait complètement assimilée, mais je vais contre. Il y a toujours aussi cette possibilité ouverte là, comme l'ont bien compris un certain nombre d'artistes, puisqu'il ne faut pas oublier que Derain est finalement un artiste pour artiste. De Masson à Lotte, en passant par Giacometti, il y a eu quand même un espèce d'attrait comme ça, d'aimantation, et jusqu'à Balthus évidemment, avoué ou non, et très prégnant dans toutes les années 30. Derain émerge de ces 4 années vraiment terribles, la guerre qui est quand même, était une chose affreuse évidemment. Il était dans les tranchées, il était en première ligne une bonne partie du temps. Et voilà, il est salué comme grand peintre français. Ça, au sortir de la guerre, il est désigné. Il s'y attend pas vraiment. Il en est déconcerté et plutôt inquiet, même si c'est plutôt agréable. Et en effet, des gens qui ne connaissaient pas avant, Cocteau, il ne pouvait guère le connaître avant. Et Salmon, c'est Salmon qui le désigne comme le grand régulateur. C'est une formule aussi, c'est une façon de parler, toujours dans ces tentatives de classification qui devaient agacer assez considérablement Derain. Et il me semble que Derain, qui a souvent été à contretemps, à ce moment-là, presque à son corps défendant, il est dans son époque, il arrive juste à point, comme en effet celui qui montre que la tradition, c'est bien, qu'on peut peindre à nouveau comme peignaient les Vénitiens, etc. Cela dit, il n'est pas vraiment le seul, parce que même Picasso, même Matisse ont aussi leur propre retour à l'ordre. Picasso, lui aussi, se met à regarder Ingres. Quant à Matisse, il part peindre des odalisques à Nice. Donc tout ça correspond quand même à un certain mouvement de l'époque. Mais les tableaux que peint Derain à ce moment-là, en 1920, 21, 22, notamment il se met à peindre des nus qui ont un succès, des nus donc de facture assez classique et véritablement très beaux, qui retrouvent une sorte d'idéal antique de la beauté. Eh bien tout ça plaît énormément, se vend très cher, les marchands
sont en concurrence pour pouvoir vendre ces tableaux de Derain. Derain va faire des tableaux dits académiques. Lorsqu'il va peindre, mettons, Madame Paul Guillaume avec son grand chapeau, lorsqu'il va peindre tous ses nus, tous ses portraits, etc. Eh bien, c'est pas si bien que ça, parce que justement, c'est pas un peintre académique. C'est-à-dire qu'il n'a pas les connaissances qui lui permettraient d'être un peintre académique. C'est-à-dire qu'il va s'avancer dans le classicisme avec autant, finalement, de difficultés qu'il ne l'a fait précédemment dans tout ce qu'il a fait. Si on regarde bien le dessin... Comment vous les trouvez, ces nus et tout ça? Souvent mollassons, souvent pas très bien dessinés, avec notamment des faiblesses de dessin dans les mains, des raideurs, on dirait un peu de gros mannequins. En même temps, il y a une sensibilité. On voit qu'il aime les femmes, il les astique, il les fait briller. Et il y a une sorte de goût de la chair qui est absolument... La volupté, elle est là? Oui, oui, c'est un voluptueux, mais... Il reste maladroit dans ces tableaux. Alors tous les gens confondent bien sûr l'image avec la peinture. Ils ne regardent pas la peinture, donc ils voient une femme nue, donc ils disent bah, ça y est, on a rétabli l'ordre, voilà, c'est magnifique, voilà un beau tableau classique qui pourrait prendre place dans un musée. Mais ce tableau, en fait, il est mal foutu. Si on le regarde de près, ce qui ne l'empêche pas d'être sensuel et émouvant. Alors ça, ce grand nu là, qui est de 1924-1925, il est à Paris, au Jeu de Paume. Regardez, alors là, il y a des quantités de contradictions internes. D'abord, il y a un paysage qui, lui, pourrait être daté de la période précédente, de la période byzantine et gothique, avec des frottis, qui n'est pas très éloigné des paysages de Verse. En même temps, quand on regarde de près le dessin, regardez les mains, regardez les pieds, il y a un souci d'archaïsme. Puis ensuite, il y a un souci de réalisme dans l'expression des seins, des plis sur le ventre. Et c'est un tableau qui est bourré de contradictions. Et c'est pas du tout un tableau de virtuose. C'est un tableau très douloureux, c'est un tableau très difficile. Alors, c'est un tableau qui reste fascinant, parce que, même si nous ne l'aimons pas, nous sommes bien obligés de le regarder. Il y a une force qui émane de cette peinture, malgré toutes ces contradictions, malgré... Ces manières, vous voulez dire, tous ces styles dans ce tableau. Et oui, qui ne s'emboîtent pas forcément bien les uns dans les autres. L'impression de collage, là. Voilà, exactement. Alors ça, c'est intéressant. Le beau modèle, qui est de 1923, et dans lequel le cerné du dessin a totalement disparu. Il y a une sorte de fusion complète du nu avec le fond. On dirait presque une sorte d'incertitude, hein, comme s'il y avait une sorte de mousse. Ou de plumeux, peut-être. Ou de plumeux, de mousse, voilà, de plumes, de duvet. Et avec ce très beau visage, très très sensuel, avec la rougeur sur les joues, et puis sur l'aréole des seins. Ça, c'est très très beau. L'italienne, ça date de 1921-22. Alors ça, on y voit complètement l'influence de Corot. Alors, et l'influence de Corot, du grand classicisme, avec très peu de matière, presque une influence avec un fond frotté, comme dans les tableaux de David, etc. Mais ces tableaux, des tableaux maîtrisés comme celui-là, il y en a finalement assez peu dans cette période-là.
Je pense que les portraits de Rhin sont supérieurs en intensité à ces nuits. Parce qu'il y a un pouvoir de concentration, il y a une puissance de concentration beaucoup plus grande dans les portraits. Le portrait de sa nièce, là, qui tient cette pomme devant ce grand fond noir, ça précède de quelques années les tableaux, les natures mortes sur fond noir qui ont fasciné Giacometti, mais ce tableau en est la préfiguration. Et il y a une sorte d'intensité dans la présence du personnage qui est très grande, et le personnage est mis dans l'espace par la distribution des lumières, exactement comme dans les natures mortes de la fin. Voilà. Geneviève à la pomme, c'est 1937-1938. Et le masque du visage, et on est très proche également des portraits du Fayoum. Et quand on voit justement les portraits du Fayoum, on comprend ce qu'a pu être la peinture antique, c'est-à-dire une peinture tout à fait descriptive, tout à fait réaliste, très très proche de la sensibilité de la peinture occidentale développée à partir de la Renaissance. Et une de ses plus grandes réussites, c'est le portrait de sa femme Alice, qui est là, qui est on a pu voir dans l'atelier d'ailleurs de Rhin à Chambourcy, oui. Qui est de 1922, qui est un tableau magnifique, et ça très très proche de la peinture romaine. C'est un très 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 beau tableau. Et alors justement tout ce que nous évoquions tout à l'heure concernant des plus ou moins grandes maladresses d'exécution, tout ça disparaît complètement. C'est un tableau qui est entièrement maîtrisé. Ça aussi c'est un très beau tableau. On pense quand même aux petites saintes de Zurbarán. Ça fait penser à Zurbarán, bien sûr. Mais alors, sûrement, de Rhin a-t-il été traversé incessamment par je dirais par des citations inconscientes. Je ne pense pas qu'il ait pensé, en faisant ce portrait, le Bois Noir 1935, qu'il ait voulu faire un tableau en référence directe avec Zurbarán. Mais il avait regardé Zurbarán, il a dans sa tête des portraits de Zurbarán, et tout d'un coup, c'est l'histoire de l'art, c'est l'histoire de la peinture qui le fait apparaître. Il y a du Manet aussi, derrière. Oui, mais Manet connaissait lui aussi très très bien la peinture espagnole, donc, Velázquez avait regardé Zurbarán, tout se tient. Tout se tient. Mais ce qui est extrêmement passionnant dans l'œuvre de Rhin, c'est de faire réapparaître de l'histoire perdue. Et il est le seul à faire ça. À réintégrer vraiment le passé de la peinture. Le passé de la peinture. Ouais. Et sous la forme d'une très grande nostalgie. Picasso le fait sous la forme du jeu et de l'appropriation. J'ai un de mes amis qui me racontait qu'il avait visité à Rome un musée en compagnie de Picasso, et Picasso regardait les tableaux, il disait « ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas encore fait, je le ferai ça ». Je l'ai fait ça je l'ai pas fait, ça je l'ai fait, voilà. Et Picasso, il a mangé l'histoire de la peinture, il l'a fait sienne, mais il était doté pour peut-être du talent de dessinateur le plus extraordinaire qui ait peut-être jamais existé. On n'a pas encore mesuré l'immensité du génie de Picasso. Quand on parle de Rhin, c'est vrai qu'on est amené beaucoup à parler d'influence. Enfin, de toute façon, les historiens de l'art, c'est une notion commode et finalement pas très définie. Et c'est vrai que de Rhin se défiait beaucoup de ça. Évidemment, peut-être parce que c'était un point un peu névralgique, ces histoires d'influence, dans la mesure où il regardait effectivement beaucoup de choses très différentes et que ça avait des conséquences sur son travail. Et c'est vrai que très tôt, à son ami et marchand et critique Daniel-Henri Canneveller, il dit ça, il dit qu'il n'aime pas cette notion de l'histoire de l'art et la chronologie des œuvres, tout ça l'intéresse guère. Et je pense que ça a à voir avec le fait que lui-même, quand il regarde une œuvre ancienne, très ancienne, ou même quasiment préhistorique, ou primitive, au sens des primitifs italiens, ou 17e, 18e, 19e, eh bien, c'est pas du temps passé, c'est pas du passé, c'est une rencontre d'aujourd'hui, avec quelque chose qui est là et qui n'a pas à être attribué, à être casé dans un point bien précis du temps.
Le temps de la peinture, les rencontres de peintres entre eux n'ont rien à voir avec le temps commun, le temps réel. Et je pense aussi que c'est un des points qui le rapprochait de Balthus, ou plutôt un des points qui rapprochait Balthus de Derain. C'est cette même indifférence, je dirais, affichée en tout cas, quant à leur époque, et ils n'avaient pas pour principale préoccupation d'être contemporains, de faire de l'art contemporain au sens où on l'entend aujourd'hui. Leur contemporanéité, elle était aussi bien avec, encore une fois, les fresques le Christ de Tahull pour Derain, ou tel petit maître vénitien, telle nature morte merveilleuse de Corot. Je devais avoir 16 ans, c'est une histoire un petit peu ridicule. J'étais le petit ami de la meilleure camarade de Javotte, qui, je crois, est la petite nièce de Derain. Donc je jouais plus ou moins avec ces deux très jeunes filles, et quand j'ai su qu'il y avait l'atelier au-dessus, j'ai demandé si je pouvais par hasard y aller. On m'a laissé m'asseoir et rester là, et je suis pas redescendu jouer. Je suis resté là toute l'après-midi. Il y avait une atmosphère. J'ai connu aussi l'atelier de Morandi, c'est bizarre, dans les mêmes circonstances, juste après la mort. Il y avait une atmosphère tout à fait lourde, de vieilles écumoires, d'objets de cuisine, d'objets divers qui traînaient là. Moi, j'en garde un souvenir sombre, un peu jus de pipe, comme la peinture de Derain dans les années 30, si vous voulez. Pour moi, cet atelier, cette femme aussi, Alice Derain, qui était là, qui trônait là-dessus comme une... etc. Il y avait une atmosphère assez lourde. Et puis, en descendant des étages, j'ai été assez bouleversé parce que j'ai aperçu, je crois, des coraux, des portraits du Fayoum, etc. Donc, c'était un lieu très... plein d'un passé récent, on m'a dit, et puis il y avait un côté mythique aussi. On m'a parlé de la Bugatti qui avait été la source de son décès, car il était descendu sur la route des 40 sous pour vérifier quelque chose dans le moteur sans prendre garde. Il était tellement énorme qu'il a été emporté par un camion qui venait en sens inverse. Enfin, il y avait un mélange de profondeur, de tristesse, et puis on sentait quelque chose d'étrange que j'ai peut-être compris un peu plus tard en allant à l'exposition chez Markt, où on avait réuni le très beau portrait de la mère de Javotte, justement avec la Capeline, Geneviève, etc. J'ai mieux compris ce que j'avais ressenti instinctivement de triste, un peu désolant dans cet endroit. Nous sommes allés à Chambourcy, au domaine de la Roseraie. Cette propriété, André Derain l'achète en 1935. Elle comprenait un parc de 3 hectares, quelques dépendances, notamment une forge et une orangerie, que Derain utilisait comme atelier d'été. C'est de la récupération comme Picasso, finalement. La maison acquise par le docteur Albert et Hélène Badaud est devenue lieu de mémoire et musée historique au début des années 80. Alors les pots avec les... Parce que vous savez... L'atelier du premier étage, resté en l'état, abrite une accumulation d'objets qui semblent fichés pour l'éternité. Chevalets, pots de couleur, outils du graveur, la presse sur laquelle il tirait ses gravures, des livres qu'il a illustrés, le Satyricon de Pétrone, Pantagruel de Rabelais, et aussi des masques en terre cuite, des décors de théâtre en miniature et bien d'autres choses. Geneviève Taillade, nièce et modèle préférée du peintre, habite le pavillon à côté. Les pichets, on les retrouve dans beaucoup des natures mortes. Le pot blanc et le bol. Dans l'atelier, Geneviève Taillade et sa fille Javotte se souviennent. Tous les dimanches, il y avait une grande tablée ici par Grand-Anne. Ah oui. Qui venait? Balthus, Reverdy.
Il y avait Poiret aussi, il y avait le couturier. Poiret. Et Giacometti. Giacometti. Oh, alors Giacometti, il se mettait à quatre pattes pour faire le clown pour mon fils. Oh, Giacometti, c'était merveilleux. J'étais entourée de génies, je ne savais pas. Et c'est quand j'ai commencé à aller dans les galeries après la guerre, tout ça. Et puis que j'entendais les conversations déjà, je me dis, mais alors... Enfin, elle a quand même été élevée par Braque, qu'il a connu aussi, enfin élevé pas par lui, mais il l'a connu aussi tout bébé. Il est venu à la clinique en même temps. Qu'il est conservé jusqu'à la vie, c'est Georges Braque. C'était mon second tonton, Georges Braque. Et est-ce que venaient ici les musiciens? Il était resté en relation avec... Il y a Sauguet, Auric. On a eu... il y a Liffard surtout qui venait ici. Alors Liffard. Et Liffard, il m'appelait son petit rossignol, il venait avec son accompagnateur. Il me faisait chanter. On avait souvent deux pianos. On a eu le piano de... Éric Satie. Éric Satie. Éric Satie était un grand admirateur de Derain. Ils étaient très amis. Très amis, oui. Il n'aimait même pas du tout les enfants, ça. Ça, c'était rue Bonaparte. Oui, parce que Satie, il est mort avant qu'on habite ici. Mais par contre, Sauguet ou Auric sont morts beaucoup plus tard et ont connu... Enfin, même moi, je les ai connus. Enfin, oui. Et il jouait des instruments, il jouait du piano. Oui, il jouait l'orgue. Il a toujours eu un orgue. Oui, ça avait réparé les orgues. Ouais. Et ici, il y a le petit, c'est le seul qui reste, là, le petit orgue de salon. Il y a toujours eu Ou alors, ils avaient, dans le temps jadis, il y avait des espèces de pianos qu'on démontait. Il se baladait, il partait en vacances avec son truc là. Son piano démontable, comme un petit harmonium, quoi. Oui, un harmonium dans la Bugatti. Oui. Et alors, il avait aussi des instruments pour passer les disques. Mozart, bien sûr, et Bach. Lorsqu'il va, à la fin de sa vie, libre justement de toute contrainte, s'exprimer seul, il va retrouver une virtuosité perdue, qui était celle de ses tableaux fauves, celle des tableaux de la période de Verse, et notamment les natures mortes sur fond noir qui ont tant fasciné Giacometti, peuvent être vraiment regardés comme, j'allais dire, de véritables tours de magie. C'est-à-dire où tout d'un coup, le médium de la peinture a pour but de nous donner la connaissance du monde. La peinture, là, ce qu'on va appeler la représentation, c'est simplement le fait de pouvoir nommer les choses, de pouvoir donner un nom à ce qui nous entoure. Et ça, dans ces tableaux de la fin, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors ça, ce sont deux tableaux qui datent avant... Nature morte au poire avant 36. Et ça, c'est 38-39, voilà. Alors, la nature morte au poire. Vous savez, il y a un fond noir, complètement uni, 3 fruits qui sont situés dans l'espace, et tout d'un coup, on a le simple sentiment du plan, à cause de la manière dont les lumières sur la cuillère sont situées, et sur les 2 verres qui sont derrière. Et il y a une sorte de mise en espace, pas par des artifices de perspective linéaire, mais uniquement par des accords lumineux qui nous permettent de voir le monde à 3 dimensions. Et ça, c'est ce que j'appelle le tour de magie. Et ça, c'est cette tache blanche qui donne le volume, en fait. Qui donne le volume. Il suffit de ces points lumineux pour que nous puissions voir les choses complètement dans l'espace.
Et il va, si on supprime ces éclats blancs, tout s'effondre. Et c'est justement c'est là où il y a une sorte de mise en abîme de la représentation et qui est extrêmement impressionnante et qu'il a été le seul à pratiquer à ce moment-là. Et que Giacometti, dans sa très grande difficulté à dessiner, parce que les peintures de Giacometti sont des tentatives d'appropriation de la réalité, c'est pour ça que Giacometti a été complètement fasciné par ça. Depuis le jour, je pourrais même dire l'instant de ce jour, en 1936, où une toile de Derain vue par hasard dans une galerie, 3 poires sur une table se détachant sur un immense fond noir, m'a arrêté, m'a frappé d'une manière totalement nouvelle. Depuis ce moment, toutes les toiles de Derain, sans exception, m'ont arrêté. Toutes m'ont forcé à les regarder longuement, à chercher ce qu'il y avait derrière, les meilleures comme les moins bonnes, attiré, intéressé beaucoup plus par celles d'après l'époque fauve que par celle-ci, bien entendu, et surtout par celles des toutes dernières années. Quand je dis les meilleures et les moins bonnes, je dois ajouter que cette différenciation n'a à peu près aucun sens pour moi. Je n'aime l'œuvre d'un peintre que quand j'aime la plus mauvaise, la pire de ses toiles. Je pense que chez tous, la meilleure toile contient les traces de la pire, et la pire, celle de la meilleure. Et tout ne dépend que des traces qui l'emportent. Les qualités de Derain n'existent qu'au-delà du ratage, de l'échec, de la perdition possible. Et je ne crois, il me semble, que dans ces qualités-là. Au moins dans l'art moderne, je veux dire peut-être depuis Giotto. Derain est le peintre qui me passionne le plus, qui m'a le plus apporté et le plus appris depuis Cézanne. Il est pour moi le plus audacieux. Alberto Giacometti, 1957. Ce qui l'a ruiné Derain dans la qualité de sa peinture, c'est la guerre. C'est la guerre 14-18. 4 ans, ça l'a bousillé quelque part. Et puis, alors ce qui est vraiment monstrueux, c'est le second bousillage. Les Allemands qui avaient envahi Chambourcy lui avaient cassé son monde, pictural. Par exemple, il y a toute une série, on le sait, de courts-métrages que Derain avait fait autour de Braque et de lui-même, etc. Tout a disparu. Les bottes des SS, n'est-ce pas, se sont étalées dans l'univers de Derain. À mon avis, il s'en sortira pas. Qu'en est-il de ce voyage en Allemagne de 1941 où il a été accusé de collaboration avec l'ennemi, même si après les choses se sont arrangées et qu'il a été blanchi? C'est un épisode vraiment assez navrant parce que, enfin, il a en tout cas manqué de discernement, sinon plus grave, parce que c'était un voyage manifestement de propagande pour vanter en effet une possibilité de collaboration culturelle entre l'Allemagne nazie et la France occupée, donc un voyage organisé bien sûr par les Allemands à l'instigation d'Arnaud Breker. Et ce voyage donc assez court, d'une dizaine ou d'une quinzaine de jours, en novembre 41, a évidemment été une tâche considérable. Même s'il n'y a pas eu d'autres actes de sa part, c'était quand même un acte public, enfin une sorte d'adhésion, ça valait adhésion publique, pas au nazisme, mais enfin une sorte un esprit de collaboration. Il en est resté en tout cas l'attitude du directeur du Musée national d'art moderne, Jean Cassou, qui lui était un résistant. C'était de pas s'occuper de Derain, il n'a pas sollicité à refonder le Musée national d'art moderne. Il n'a pas été voir Derain parce que voilà, Derain était à l'écart. Quand même après la guerre, il y a eu vraiment un ostracisme qui certainement lui a été pénible.
Ça a quand même été sûrement période sombre à tout point de vue. Derain a tout de même eu une joie après la guerre, c'est d'aller à Aix-en-Provence, n'est-ce pas? Je crois que ça pour lui, ça a été délicieux. Et en fait, il le devait à une connivence, n'est-ce pas, de Edmond Charleroux, de Gabriel Dusurgé, extraordinaire découvreur de voix d'opéra, et de Cassandre, donc dans cette création du Festival d'Aix-en-Provence. Cassandre, le merveilleux Cassandre, l'inconnu, celui qui n'est pas seulement un grand affichiste, a construit en balsa, en bois léger, dans la cour de l'archevêché, un délicieux petit théâtre et a invité en tant que directeur artistique Balthus et Derain à peindre des décors. Et Derain, je crois, en a peint deux, le Barbier de Séville et l'Enlèvement au sérail. Cassandre s'est réservé le Don-Juan et il a donné le cosy à Balthus. Je pense que dans les années qui précèdent la mort de Derain, ça a dû être un moment délicieux de se retrouver avec ses amis, si vous voulez, et là d'être profondément respecté. Il ne faut pas oublier la phrase de Giacometti où il dit sans arrêt le meilleur et le pire, mais le pire m'intéresse autant que le meilleur chez lui. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas le début de son activité de décorateur de théâtre. C'est que dès Diaghilev, il a été extrêmement utilisé. Et au point que parfois, si on retourne vers les maquettes de costumes et de décors, on a l'impression qu'il s'est vraiment amusé. Et qu'à ce moment-là, ses collections personnelles de bois gravés, d'images populaires, d'images d'Épinal, les tarots, lui ont énormément servi, car il a une fraîcheur et une simplicité extraordinaire. Je pense que Derain, avec un pinceau léger, est souvent un peintre extraordinaire dans ces années-là. Hein. Même ses peintures fauves sont peintes à toute vitesse. Hein. Et pour les bois gravés, pour illustrer Apollinaire, etc., c'est la même chose. Un bois gravé, ça se débite avec des gestes nerveux, on ne peut pas revenir et revenir. Si on a fait une gaffe, il faut jeter le morceau de bois et recommencer. Tandis qu'à l'huile, il graisse comme il se nourrit, si vous voulez, trop. Donc, quand il reste léger et rapide, je pense qu'il est enchanteur. Je trouve pas étonnant qu'on lui ait fait le reproche de trop peindre. Mais lui-même avait quand même cette distance par rapport à sa propre production. Et je ne crois pas qu'il ait jamais fait une chose sur commande. Je n'y crois absolument pas. Il y a une lettre à Canneveller en 1919 où il dit « Je ne fais pas la peinture que je voudrais faire ». Alors là, c'est autre chose. Je pense qu'il faut remonter, là encore, comme souvent dans son enfance de l'art à lui, au moment de ses années de formation, et au moment où il va rencontrer d'ailleurs Matisse. Et je crois que c'est plutôt une insatisfaction fondamentale qu'il a sentie tout le temps. Il a toujours considéré, comme beaucoup d'artistes finalement, que on était toujours en delà et en deçà de son émotion, et que la peinture, pas plus qu'aucun autre support et aucun autre médium, ne serait capable de restituer toute cette substance vitale. Mais je crois que c'est plutôt cette insatisfaction de n'être pas à la hauteur. S'il y a une impossibilité, elle est réelle, mais c'est une impuissance, oui, dont il a très bien reconnu la prégnance, puisque dans un de ses autoportraits des années 30, se représente en peintre. Hein. Et là encore une fois, si on en a des normes presque acceptables, sauf qu'il ne tient plus de pinceau et que la palette est quasiment sans couleur. Hein. Et donc c'est aussi cette impuissance de la peinture, hein, autant que celle de lui, artiste, qui se fait jour, mais avec jamais avec complaisance et toujours avec justement une lucidité qui est terrible. Hein.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est né avec à la fois un esprit critique, un sens de la formule absolument extraordinaire. Une conscience aiguë du monde. Oui, et du fait aussi que l'artiste du XXe siècle était un artiste qui ne pourrait jamais plus retourner à ses origines, à la main, même s'il a essayé, hein, aux matériaux bruts, etc. Il se considérait comme trop civilisé, et que l'homme du XXe siècle avec lequel il s'engageait lui-même était quelque chose déjà de formaté par la codification des perceptions, par la convention, et que finalement on pouvait essayer d'en sortir, mais à un moment il dit, d'ailleurs, je pense que c'est un Breton qui le dit, mais existe-t-il un homme naturel? Trouvez-le-moi. Évidemment, il n'y a plus, à ce moment-là, c'est la conscience aiguë, et très tôt, qu'il y a un homme culturel, point. Et que c'est cette seule solution. Il y a quelque chose de très très beau chez Derain, c'est la faiblesse. Il y a une grande ambition et une grande faiblesse. C'est quelqu'un qui est blessé. Et alors le XXe siècle n'a pas aimé ce genre de figure. Alors, si, on l'a aimé dans la littérature, dans la musique, mais pas dans la peinture. Une vie, une œuvre. André Derain, 1880-1954. Une émission de Brigitte Masson. Avec Geneviève Taillade, nièce d'André Derain. Vincent Bioulès, peintre. Jacqueline Munk, conservateur au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et auteur avec Rémy Labrusse de Mathis Derain, Collioure 1905, Un été fauve. Jean-François Debord, peintre. Isabelle Monod-Fontaine, conservateur au Musée d'Art moderne du Centre Georges Pompidou et commissaire de l'exposition André Derain qui ouvrira à Ferrare en Italie le 24 septembre 2006. Texte d'Apollinaire et d'Alberto Giacometti, lu par Pierre Val. Texte d'André Derain, lu par Javotte Taillade. Mixage, Stéphane Devernay. Réalisation, Christine Berlamont.